Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation. Aujourd'hui c'est la présentation de l'équipe Lotto. Lotto tout court, et oui, il n'y a plus la Destiny avec l'équipe belge. On va revenir un petit peu sur la saison 2024 de cette formation, sur l'année 2025, et notamment le nouveau maillot, les coureurs à suivre, et puis les différents transferts de cette formation. Il y a pas mal de changements du côté de la Lotto, que ce soit du côté financier ou du côté coureur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. On commence tout de suite, donc, avec l'équipe Lotto. Lotto qui n'a plus de co-sponsor. La Destiny est partie et j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à trouver un nouveau co-sponsor et qu'on est un peu dans une situation délicate. C'est-à-dire que quand je vois l'effectif pour 2025, on en reparlera un petit peu plus tard, quand je vois la situation de l'équipe, j'ai l'impression qu'on a une formation qui va monter en World Tour, mais qui n'a pas forcément envie de monter en World Tour. C'est-à-dire que sportivement, elle va remonter en World Tour normalement, sans aucun souci, à part si elle plantait complètement sa saison 2025, et si les autres réussissaient une année 2025 exceptionnelle. Le problème, c'est que pour après, elle n'a pas les épaules pour le moment pour le faire. Il va falloir trouver un co-sponsor. Ça va être ça le véritable problème de la Lotto, ça va être de trouver un co-sponsor qui va être en capacité de mettre 5-10 millions d'euros, parce que je pense que ce qui manque au moins, moi je dirais que c'est 10 millions. Je pense qu'aujourd'hui l'effectif, on est peut-être à 17-18 millions d'euros avec la Lotto, et il manque l'ajout supplémentaire de sommes. Ce sont des estimations de ma part, c'est pas du tout basé sur des chiffres, mais je pense qu'il manque des sous en ce moment à la Lotto. Alors après, le passage avec Destiny, bon, il faut rappeler, Destiny n'avait pas compris ce que c'était le cyclisme, c'est-à-dire que Destiny déjà n'avait pas compris qu'il y avait le système des montées et des descentes. Quand Destiny est arrivé, l'équipe était en World Tour, ils ne savaient pas que l'équipe pouvait descendre en deuxième division. C'est ce qui s'est produit, surtout qu'ils étaient déjà en mauvaise posture quand ils sont arrivés dans le projet. Deuxièmement, ils voulaient avoir un droit de contrôle, ils voulaient contrôler un peu l'équipe, ce qui n'arrive jamais, un sponsor ne contrôle jamais une formation, ou dans de très rares cas, le sponsor met de l'argent. Il peut des fois donner quelques idées, mais c'est pas lui qui prend les décisions finales, à part dans quelques cas, je dirais la Decathlon, où ça a un peu changé la manière de faire, la Red Bull, parce qu'en fait c'est le sponsor qui possède l'équipe, donc là ça change. Du côté de la Decathlon, parce que c'est un peu Decathlon qui a fait virer Vincent Lavenu en partie, qui a décidé du retrait de Vincent Lavenu, donc voilà, c'est... par exemple, Decathlon ne dit pas au manager, vous allez me virer tel coureur, vous allez me garder tel coureur. Non, ça se passe pas comme ça. Et je pense que Destiny voulait avoir un droit de contrôle. Les résultats n'ont pas été horribles, mais je pense que Destiny n'a pas forcément apprécié son passage avec l'équipe. Et de toute manière, ça se passait mal dès le départ. Donc ça s'est pas arrangé ensuite. Et... ils ont été au bout du contrat, mais ils n'ont pas été plus loin. Et le problème, c'est que la Lotto, il leur manque de l'argent. Actuellement, je pense qu'ils n'ont pas les moyens de grossir et ils sont en retrait par rapport à une équipe World Tour. Aujourd'hui, ils ne pourraient même pas monter en World Tour, ils n'ont pas assez de coureurs. En World Tour, c'est minimum 27, ils sont à 25. Ils ont décidé de faire beaucoup d'impasses en début de saison 2025, sauf que l'UCI a décidé de changer les règles et on n'aura plus le droit de faire qu'une impasse par an à partir de l'an prochain. Donc la Lotto, soit ils arrivent à monter à la régulière, on va dire, et à avoir un nouveau co-sponsor, soit ils vont peut-être monter d'un point de vue sportif, mais ils ne pourront pas être présents d'un point de vue économique. Il faut savoir qu'il y a quand même l'UCI a un droit de regard sur la situation économique des équipes, et si elle juge qu'une équipe n'a pas suffisamment les reins solides, elle peut refuser son accession au World Tour. Certes, même si sportivement cette équipe aurait les capacités de monter
ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant, vous rachetiez une licence, ça suffisait à monter en World Tour. Maintenant, avec ce système-là, c'est un petit peu différent. Donc il faudra voir comment ça se passe du côté de la Loto, mais oui, on peut avoir des inquiétudes quant à cette équipe si elle ne trouve pas de co-sponsor d'ici la fin de saison. Je pense qu'il faut un co-sponsor et il va falloir réfléchir à comment trouver un co-sponsor du côté de cette équipe. On regarde un petit peu la saison 2024 de cette formation. Elle est assez ressemblante, je trouve, aux saisons précédentes, c'est-à-dire que les petits jeunes ont progressé. Y a quand même une équipe qui est un peu en difficulté sur les grands tours parce que lui manque du monde pour le moment et surtout il lui manque un collectif. Certes, vous aviez Van Gils, Van Edvelt, mais c'était pas suffisant, qui a été présente sur les classiques ardennaises avec Van Gils notamment et aussi Van Edvelt, avec De Ligt qui est toujours présent sur les courses, je dirais, Pro Series 1-1, 2-1, mais qui a un peu du mal en World Tour pour le moment. Et puis un Lennard Van Edvelt qui a remporté 2 courses par étape de World Tour, les Gros Tour of Ganzi, l'UAE Tour, mais qui sont peut-être pas forcément les courses avec le plus de densité au départ. Donc c'est pas une mauvaise saison du côté de cette formation, mais aujourd'hui, si tu montais en World Tour, tu serais plutôt à l'arrière du peloton et tu serais plutôt en train de regarder à comment faire pour rester en World Tour plutôt que de regarder les avant-postes. Israël, ils peuvent regarder un peu plus les avant-postes que l'auto et ils peuvent un peu plus regarder dès aujourd'hui les équipes de World Tour dans les yeux, ce qui n'est pas vraiment le cas de la loto sur les top teams. Donc voilà, du côté de cette formation, c'est pas une mauvaise année. Loin de là, il y a des très bons résultats, c'est correct. Voilà, c'est correct. On a pas mal quand même de résultats en World Tour pour cette équipe, plus que les années précédentes, mais avec des coureurs qui pour certains ont quitté cette formation aussi. Donc ça, il va falloir le prendre en compte. Une victoire sur un grand tour, c'était Campenard sur l'étape 18 du Tour de France. Et puis... oui, pas mal de top 10 sur les épreuves World Tour. Et puis, par contre, quasiment pas de victoire, de résultats sur des Pro Series, à part le Trobron-Léon et le Tour du Danemark, en dehors de ces 2 courses-là. Sinon, ça a été plutôt calme au niveau Pro Series et le Tour d'Andalousie, avec ce fameux contre-la-montre qui faisait office de Tour d'Andalousie. On regarde les victoires, au nombre de 25, plus une pour Alex Segart au championnat d'Europe espoir du contre-la-montre, mais ce jour-là, il n'avait pas le maillot de la Loto. On commence avec le Trofeo Serra Tramontana pour Lennart Van Edvelt. On enchaînait avec les championnats de Nouvelle-Zélande pour Logan Curry. Van Gils remportait donc ce Tour d'Andalousie, résumé à un contre-la-montre de 4,5 km. Lennart Van Edvelt remportait l'UAE Tour et l'étape numéro 7, le Grand Prix Criquet-Lyon pour Alex Segart, le Grand Prix Jean-Pierre Montseret dans le même week-end pour Yanné Van de Paar. Yeno Beckmoes a remporté la 5e étape de la semaine internationale Coppi et Bartali. Arnaud Delis remportait la Lotto Famenne Ardennes Classique, qui est un petit peu sa course fétiche, j'ai envie de dire. C'est là où il est vraiment très fort sur la Lotto Famenne Ardennes Classique. La Eschborn-Frankfurt pour Van Gils. Arnaud Delis remportait à la fois le Trobron-Léon et le circuit de Wallonie. Van Gils remportait le Grosse Preis des Cantons Arargo, course que je prononce très mal. Le championnat de Belgique, la course en ligne pour Arnaud Delis. Johannes Adamietz pour la 4e étape du Tour de Slovaquie, la 18e étape du Tour de France pour Campenard. Arnaud Delis remportait le Tour du Danemark sans remporter d'étape. La Mur Classique et Geraardsbergen pour Yeno Beckmoes. Alex Segart remportait le contre-la-montre du René Witt Tour. La 5e étape était remportée par Arnaud Delis. Binche pour Arnaud Delis. Stefan de Schrittener pour le Tour of Teiku Lake, l'étape numéro 2. Lionel Tamigno remportait l'étape 1 des Gru Tour of Ganzi. L'étape 5 pour Van Edvelt qui a remporté également le classement général de cette épreuve. 25 victoires, et bien c'est plus qu'en 2023.
2023, c'est autant qu'en 2022. Voilà pour les dernières années. Alors on est loin du record de 40 victoires, mais c'était à une époque où il y avait encore André Greipel en 2015, et ça reste le record même de cette formation qui existe depuis 1985. La Loto, qui a eu énormément de co-sponsors, Bellisol, Omega Pharma, Silence, Predictor, Eddy Merckx, Mavic même, là, Isoglass, Mobistar, Adecco, ça j'avais oublié. Voilà, du côté de cette formation, il y a eu énormément de co-sponsors. Pour cette équipe. Et c'est vrai que le maillot de cette année, j'ai pas le maillot Lotto Adecco, j'aurais bien aimé avoir le maillot de l'époque, parce que je pense qu'on ressemble, le maillot ressemble au maillot de cette époque-là, hein, de Lotto Adecco, pour ceux qui se souviennent. Je vais vérifier ça, mais pour moi, ouais, ça ressemble un petit peu quand même. Bon, on regarde eh bien, les autres statistiques. Donc avec ce nombre de victoires, la Lotto Destiny est 10e du côté des classements en 2024 du nombre de victoires, c'est-à-dire à égalité avec la Jayco. La différence se fait au niveau des deuxièmes places. Moins qu'Uno X, moins qu'Israël, qui sont donc devant au niveau des équipes de deuxième division. Mais plus que la EF, plus que la DSM ou encore que la Cara Rural. Il aura fallu 25 jours en 2024 pour remporter la première victoire au trophée Océan Tramontana. Alors c'est une équipe qui a rarement été en difficulté sur ses débuts de saison pour aller chercher sa première victoire. Dans les années modernes, il faut revenir à 2009-2010 pour mettre plus d'une cinquantaine de jours pour aller chercher la première victoire. Là, cette année, par exemple, en 2025, Arnaud Delis a remporté la première victoire de l'équipe au bout de 37 jours de course. Au niveau des points, Pro Cycling Stats, basé sur les 100 meilleurs résultats de l'équipe, eh bien, 5680 points en 2024, ce qui est 400 points de moins qu'en 2023, où il y avait eu 6020 points, mais ça reste assez proche. Du côté de ces statistiques-là. Et puis c'est une formation de la Loto qui a eu en 2024 11 vainqueurs différents, ce qui fait qu'elle est 6e dans ce classement, 2e des équipes de 2e division, derrière Israël, mais mieux que la Uno X en termes de nombre de vainqueurs différents. Donc ça c'est toujours intéressant. Et puis de nombre de victoires en World Tour. Du côté de cette formation, et ben c'est vraiment pas mal là aussi, du côté de la Loto, qui pour les... Ah oui, mais là j'ai que les équipes de World Tour, mais qui en a pris quand même pas mal, si on regarde ça rapidement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, et ben 9 victoires, ça les aurait placés au-dessus de la Décathlon en termes de nombre de victoires en World Tour pour cette équipe. Donc c'est vraiment pas mal du tout non plus au niveau de ces statistiques. Du côté de la Loto, au niveau des transferts, eh bien, beaucoup de départs dans cette formation. 11 départs pour seulement 7 arrivés. Parmi les départs, on a Thomas de Rent. Il continue dans le cyclisme, dans un club qui s'appelle le Classified X-Rose Team. Voilà, mais il va continuer à faire du vélo en amateur. Ça c'est fort. Vous avez Campenarts qui est du côté de la Visma. Vous avez Van Gils qui est donc parti du côté de la Red Bull avec ce transfert qui a fait grand bruit. On en avait parlé lors de la présentation de la Red Bull Boransgrohe. Florian Vermersch qui a rejoint la UAE. Andreas Krohn qui retourne au pays chez Uno X. Jacopo Guarnieri a pris sa retraite. Pascal Encorn rejoint la Soudal. Harm Van Hoek rejoint la Q36.5. Sylvain Moniquet la Cofidis. Martin Paskens rejoint la Bahreïn et Johannes Adamietz rejoint la Radnet qui s'appelle désormais Rambe Radnet Pro Cycling Team. Voilà, non, assez compliqué
du côté de cette formation de troisième division, pardon, mais qui a un très bon niveau. Dirigé par Ralph Grabsch. Ceux qui se souviennent, notamment chez Quick-Step, Ralph Grabsch, très bon rouleur de contre-la-montre. Dans cette équipe, on a notamment Heidemann. Voilà, dans cette formation, Miguel Heidemann qu'on avait vu chez BNB Hotel, qui est passé par la Léopard. Voilà, il a fait pas mal d'équipes ces dernières années, Miguel Heidemann. Et il était dans le relais vice-champion du monde. Le relais mixte par équipe. Voilà, Miguel Heidemann. La Loto en 2025, eh bien, c'est une équipe qui reste extrêmement jeune. C'est l'équipe, même la 4e équipe la plus jeune du côté de la 2e division. Largement plus jeune que beaucoup d'équipes du World Tour, avec seulement 24 ans, de moyenne d'âge. C'est un an de moins que la DSM, qui est déjà quand même très jeune, et que la Bahreïn. Donc ça montre que c'est un effectif très jeune. Le plus jeune coureur, c'est Stefan de Schrittener, 19 ans. Alors il va bientôt avoir ses 20 ans. Et le plus âgé, il n'a même pas 35 ans, c'est Eduardo Sepulveda. Seulement 3 coureurs ont 30 ans ou plus, Jasper De Buyst, Ariel Levins et Eduardo Sepulveda. Et donc plus de la moitié de l'effectif a moins de 25 ans. Avec également 5 coureurs qui ont moins de 23 ans, notamment Orins, Dely, Segart, Giddins et Schrittener. Et surtout, ça permet de se rappeler que Arnaud Dely a encore moins de 23 ans pour encore quelques jours, donc ça reste un coureur très jeune. Arnaud Dely, que dire de cet effectif? On a perdu quand même beaucoup de monde qui, je trouve, n'a pas été compensé par les arrivées. Quand vous regardez quand même, on perd à la fois Campenhart, on perd à la fois Van Gils, Krohn, par exemple, même un Harm Van Hoek qui était toujours un très bon équipier, un Pascal Encorn aussi très bon équipier, et bon, on récupère du Vestrofier, du Lars Kraps, mais ça reste léger dans les coureurs qu'on arrive à récupérer du côté de cette formation. Je trouve voilà, l'effectif pas exceptionnel et surtout pas au niveau d'une équipe World Tour. On manque un peu de stars, on manque un peu de leaders dans ce collectif. Alors certes, on a gardé Van Eetvelt, on a gardé également Arnaud Dely et Alec Segart par exemple dans les jeunes coureurs. Mais bon, il y a quand même quelques coureurs, on ne sait pas trop quel est leur niveau aujourd'hui. Milan Menton, par exemple. On n'a pas vraiment de très bons coureurs pour entourer aussi à la fois pour entourer Van Eetvelt, c'est léger quand même du côté de cet effectif. Et autour d'Arnaud Dely, on sent qu'il y a des places à prendre. Autour d'Arnaud Dely, parce que là aussi, on a perdu des coureurs qui étaient en capacité de faire un train pour Arnaud Dely, même si ça s'est pas souvent vu du côté de la Loto ces derniers temps, parce que c'est vrai que je trouve que Arnaud Dely a souvent été mal accompagné dans ses sprints depuis son début de carrière. Au coureur belge, je trouve que souvent il y a des soucis dans le train autour d'Arnaud Dely, et souvent il se débrouille un peu seul. Bon, et on verra ça dès le 16 février, parce que dès dimanche, il y aura la Classica des Almeria. Allez, on regarde tout de suite les coureurs à suivre. Le premier, c'est Arnaud Dely, le coureur belge qui a donc seulement 22 ans, encore pendant un petit mois. Arnaud Dely, encore 2 ans de contrat. Il est à la Loto Soudal dans l'équipe 1 depuis 2022. Il avait connu l'équipe en World Tour. Et puis il a vraiment emmené, il tire cette équipe depuis quand même quelques années Arnaud Dely avec Van Eetvelt, mais c'est vrai que ça fait partie des gros pourvoyeurs de points. Alors lui il a déjà repris sur l'étoile de Bessèges où il a pris une victoire à Bessèges, mais à partir du moment où pas mal de coureurs s'étaient retirés de la course. L'an dernier il y a quand même eu pas mal de victoires, 2500 points quasiment de récupérer au niveau UCI, mais le Tour de France n'a pas été exceptionnel. C'est vrai que mon meilleur résultat, 3e à Colombey-les-Deux-Églises et Turin, on s'attendait à mieux. La fin de course a été très compliquée, je trouve. Il n'a vraiment pas existé assez vite. Et il a raté des sprints. Saint-Amand-Moron, il est raté ce sprint-là notamment.
Donc oui, ça a été pas forcément si incroyable que ça. À Nîmes aussi, il rate le sprint. Donc je trouve qu'il doit encore muscler son jeu sur les grosses épreuves. C'est là où il lui en manque un petit peu, notamment sur les Flandriennes. On sait qu'il veut être performant sur les Flandriennes. Pour le moment, je l'ai souvent trouvé décevant sur ces courses-là et sur les meilleures épreuves du calendrier. En fait, ce qui lui manque, c'est un peu un palmarès sur les grosses épreuves du calendrier. Certes, 27 victoires. Alors, il a un peu décroché par rapport à Olaf Koy, qui lui a continué des saisons à plus de 10 victoires par an. Mais voilà, il faut qu'il progresse sur ces courses-là. Je pense qu'il doit encore progresser sur sa gestion de course, sur les grosses classiques. On voit qu'il arrive à s'en sortir très bien sur des classiques de 200 bornes. Par contre, au-delà de 200 km, c'est plus compliqué pour lui. Donc c'est là-dessus où il doit progresser. C'est sur cette endurance, sur ces longues courses, ces dures courses. Aussi, il doit progresser dans sa gestion du matériel parce que c'est un coureur qui broie les vélos, mais vraiment il les broie et on peut pas gagner un sprint en cassant complètement son vélo. Donc il y a un moment, il va falloir aussi travailler là-dessus du côté d'Arnaud Delis. Et puis oui, travailler en termes de résultats pour le coureur belge parce qu'il en manque des fois un petit peu. Voilà, donc on aimerait avoir plus de résultats pour Arnaud Delis dans les années à venir. Donc ça va être vraiment le travail sur les grosses courses. Et c'est là où je l'attends, c'est sur les grosses courses. On sait qu'il est capable de gagner des sprints. On sait qu'il est bon, Arnaud Delis, mais pas encore suffisamment sur les grosses épreuves. Donc quand il y a de la densité, quand il y a de la bagarre, eh bien c'est là où je l'attends beaucoup. Arnaud Delis cette année, mais encore une fois, il ne faut pas oublier, ça reste un coureur jeune, même s'il est là depuis longtemps. Milan Menton, le Belge, lui on l'attend parce que 2024, je trouve, était très décevant. 2025 pour moi, en 2023 il avait été pas mauvais, et je trouve qu'en 2024 il a été trop discret. Voilà, il a fait assez peu de grosses courses même. Mais même sur des courses d'un niveau moindre, je pense le Tour de Romandie, meilleur résultat, 4e, battu notamment par Dorian Godon dans cet exercice-là. Sur les 4 jours de Dunkerque, il est battu quand même par un petit peu tout le monde, là aussi, notamment Sam Bennett et notamment Pascal Ackermann. Face aux gros sprinters, il s'en est quand même jamais bien sorti sur cette semaine de compétition, enfin sur cette année de compétition plutôt, Milan Menton. Contrat jusqu'en 2026 pour ce coureur-là. Il va falloir de nouveau retrouver, comme je dirais, le chemin des filets pour Milan Menton, qui est un sprinter qui a seulement 2 victoires chez les professionnels. C'est une étape de la Croix Race en 2021 et le Samin en 2023. Mais j'avais bien aimé son année 2023 et notamment sa première partie de saison. C'est vrai que je trouve que depuis le Tour de Pologne, en fait, l'an dernier, il a du mal à être performant sur les sprints. Et là, sur début d'année 2025, du côté de Palma de Majorque, je n'ai pas vraiment été convaincu par le coureur belge. Donc j'espère qu'il va retrouver encore une fois les bons résultats et qu'il va réussir à se remettre la tête à l'endroit, comme je dirais, pour ce concurrent. Parce que pour le moment, ça reste il reste un peu seul. Voilà, Milan Menton. Et là aussi, il n'est pas aidé par son équipe qui emmène assez mal les sprints aussi à chaque fois du côté de la Lotto. Mais il va falloir récupérer des résultats pour le coureur belge parce que ces derniers temps, ça a été un peu trop léger à mon goût. On poursuit avec Lennert Van Eetvelt, le coureur belge. Alors lui qui a été très très bon en 2024, notamment Great Tour of Gandhi, notamment également sa victoire sur l'UAE Tour. Mais il a très peu couru. Et oui, parce qu'il avait décidé de miser plus tôt sur la fin de saison. Et en fait, il a couru que 36 jours, Van Eetvelt. Parce qu'il n'a pas couru pendant 3 mois. Il a fait l'Estradé. Et ensuite, il n'a pas couru pendant 3 mois, Van Eetvelt. Et malgré tout, il a été très impressionnant. C'est vrai qu'il a eu un problème au genou au mois de mars. Ça lui a coûté une partie de l'année. À Van Eetvelt et notamment les classiques ardennaises où moi je l'attendais énormément sur ces classiques là
Lennert Van de Velde. Mais après, sur toutes les grandes courses, il a été présent. 7e à Lombardie, 3e à la Classica San Sebastian, 11e au Strade Bianche, vainqueur à Serra Tramontana, vainqueur donc des Great Tour of Gandhi, vainqueur également de l'UAE Tour. Eh bien, on espère une saison pleine désormais pour le coureur belge qui avait fait un bon début de Tour d'Espagne avant d'abandonner, mais il a été pas mauvais sur la Vuelta. Il refera la Vuelta, mais en plus il ira sur le Tour de France et puis pas mal de grosses courses en début de saison, notamment l'Estrade, notamment le Tour de Catalogne, notamment l'Amstel. Et là, en plus, il aura plus Van Gils dans les pattes, donc ça sera lui le leader de la formation. Donc on verra comment il va s'en tirer Van de Velde, mais j'ai pas trop de doutes. Moi, je trouve que c'est un coureur qui est hyper talentueux. Moi, je le trouve plus talentueux que Van Gils. Lennert Van de Velde dans ce registre de puncher. Pour moi, c'est vraiment un super puncher, Van de Velde. Jeno Beckmaes, lui, c'est un coureur d'avenir. Coureur d'avenir parce que je pense qu'il peut encore énormément progresser. Beckmaes, qu'il n'a encore pas tout montré. C'est un coureur qui est professionnel depuis très longtemps. Il est passé à la Flanders, notamment Beckmaes. Vainqueur donc cette année du mur classique Gerhardsbergen. Il a également été bon sur le Tour du Danemark. On l'a vu également sur l'Arctic Race of Norway. Sur ces différentes épreuves, moi j'attends de voir ce qu'il est en capacité de nous montrer et surtout les progrès qu'il va faire. C'est un coureur qui est très bon sur les courses et les bosses courtes. Il a un peu plus de mal sur les bosses longues, mais il est très bon sur des parcours un peu Amstel. C'est pour moi là où il peut être très costaud. Il va reprendre dans 2 semaines avec la Classique VAR. On le verra également au Etniesblatt en début du mois de mars. Donc il va avoir un gros début de saison parce qu'il a pas encore... il a couru, pardon. Il a couru... il a fait que la Classica de Comunità de Valenciana. Donc il a fait une course pour le moment, le 26 janvier. Et alors ça va pas être son début de saison à Classique VAR, mais bon, après un mois de pause... autant vous dire que c'est comme s'il redémarrait sa saison une deuxième fois. Notre ami Jeno Beckmaes. Henri Van den Abele, le Belge. Pourquoi je le mets? Parce que, encore une fois, c'est un coureur que je connaissais pas très bien. Je l'ai trouvé très bon au Trofeo Serra Tramontana. Ensuite, on m'a raconté un peu son histoire, notamment avec la Covid. J'étais passé complètement à côté de ça, ou soit j'avais oublié du côté de Van den Abele, mais voilà qu'il avait chopé à plusieurs reprises la Covid et que ça lui avait vraiment bien fracassé son début de carrière. Il a été à la DSM, il a été aussi à la Lotto Soudal U23, donc c'est un coureur qui était hyper prometteur dans ses jeunes années. Désormais, il est à la Lotto, dernière année de contrat pour lui, il a l'objectif de se montrer, parce que sinon ça va être compliqué pour lui dans le futur. C'est quand même un coureur qui a fait 2e du Baby Giro en 2020, vainqueur de la Ronde de l'Isère, d'une étape de la Ronde de l'Isère et 2e du Général. Et surtout, il avait fait 2e et 3e du Baby Giro 2 années d'affilée, 9e à Oman en 2022. Et puis après, la Covid a été passé par là. On espère qu'il arrivera à garder sa santé sur cette année 2024 et qu'il arrivera vraiment à donner son maximum pendant toute la saison. Et puis je termine avec un Français, Baptiste Westrofier, le coureur français qui était à l'équipe de développement de la Décathlon AG2R l'an dernier, qui a rejoint la Lotto. C'était un peu une surprise quand même, du côté de Baptiste Westrofier, vainqueur d'une étape sur le Tour de Bretagne cette année. En 2024, pardon. Il a fait également la Mur Classique Gerhardsbergen, il a fait la Poly-Normande, il a fait pas mal de courses en France, des courses niveau amateur, du côté de ce coureur, donc qu'on attend comme peut-être allié d'Arnaud Delis. Ils ont passé une semaine quasiment en tête-à-tête du côté de l'Étoile de Bessèges, ça a l'air de s'être bien passé. Donc là aussi, ça peut être un équipier de poids, Baptiste Westrofier. Et puis pourquoi pas sur les classiques, voir ce qu'il peut donner sur les Flandriennes ou sur des courses également de Coupe de France, parce que je pense que l'Auto fera pas mal de courses de Coupe de France. Ça peut être un coureur intéressant sur ces épreuves-là.
Baptiste Vestrofier, mais dans un rôle d'équipier. C'est une équipe qui manque d'équipiers. Eh bien, Baptiste Vestrofier peut peut-être être un courant intéressant comme lieutenant pour participer au train, notamment d'Arnaud Delis. On regarde le maillot. Ah bah, le maillot Lotto, c'est un retour en arrière. Parce qu'en fait, c'est un maillot, comme je disais, qui ressemble au maillot de l'équipe en 2001 avec la Lotto Adecco. Pour moi, il y a un vrai retour. Alors, à l'époque, il y avait des petits bouts jaunes, mais la police d'écriture Lotto, c'est vraiment de cette époque-là. Et si je regarde en 2004 le maillot de la Lotto, en 2005 plutôt, le maillot, oui, c'était David Amon, donc ça n'avait pas cette tête-là. À l'époque de la Predictor, ça n'avait pas non plus totalement cette couleur-là. Et si je regarde la Lotto en 1995, je vais pas avoir le maillot de cette époque-là. Ouais. Oui, ça, si, avec le logo Mobistar, c'est un peu cette période-là, donc du maillot de la Lotto dans les années 90, 2000, tout début des années 2000, voilà, du côté de la Lotto, qui avait un maillot à ce moment-là très ressemblant. Ce qui, oui, là je regarde. Ouais, le maillot de Jackie Durand, ça ressemble totalement à ce maillot-là, à part qu'il n'y a pas le jaune, mais ça ressemble quand même beaucoup au maillot de cette époque-là, du côté du nouveau maillot de la Lotto. Ils avaient déjà fait ça une année, hein, sur un retour en arrière, comme ça, au niveau de un petit look revival. Vous vous souvenez, vers 2015-2016, ils avaient fait ça également, où ils étaient repartis sur un look très typé années 70. Bon, bah là, ils repartent sur un look des années 90-2000. Ça a pas mal fait parler quand même, ce logo de la Lotto. Enfin, ce nouveau maillot de la Lotto même. Bah, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ça change, ça fait un peu du bien. Voilà. Et puis le rouge est pas beaucoup présent quand même en ce moment dans les pelotons au niveau World Tour. Donc ça permet aussi de se faire repérer plus facilement dans un peloton. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!